Le Criton de Platon suite. Criton. Il y a plus, Socrate. Il me semble que tu vas commettre une faute en te livrant toi-même quand tu peux te sauver et que tu cours au-devant de ce que tes ennemis pourraient souhaiter et qu'ils ont en effet souhaité dans leur impatience de te perdre. Ce n'est pas tout, et j'estime, moi, que tu trahis aussi tes fils, que, pouvant les élever et les instruire parfaitement, tu te dérobes et les abandonnes, et quand ce qui dépend de toi, tu t'en remets de leur conduite au hasard. Ils seront naturellement en butte aux maux qui attendent d'ordinaire les orphelins. Il faut ou bien ne pas avoir d'enfants, ou bien peiner avec eux pour les nourrir et les instruire. Mais toi, tu me parais choisir le parti du moindre effort, alors que c'est le parti que prennent les gens honnêtes et courageux qu'il faudrait choisir, surtout lorsqu'on fait profession de cultiver la vertu pendant toute sa vie. Aussi je rougis pour toi et pour tes amis. J'ai peur qu'on impute à notre lâcheté tout ce qui t'arrive, et l'introduction du procès devant la cour, alors qu'on pouvait l'éviter, et la façon dont le débat lui-même a été conduit, et enfin ce dénouement dérisoire qui fait croire que par mollesse et lâcheté, nous n'avons pas pris garde à ton procès, puisque nous ne t'avons pas sauvé, et que tu ne t'es pas sauvé toi-même, quand c'était certainement possible, pour peu que nous t'eussions soutenu. Vois donc, Socrate, s'il n'y a pas là, sans parler du mal qui t'attend, quelque chose de honteux pour toi comme pour nous. Allons, réfléchis. Ou plutôt, ce n'est plus le moment de réfléchir, tu dois avoir réfléchi, et tu n'as qu'un parti à choisir, car il faut que tout soit exécuté la nuit prochaine. Si nous attendons encore, il ne sera plus possible de rien faire. Il le faut absolument, Socrate, écoute-moi et fais ce que je te dis. Socrate. Ah, mon cher Criton, ton zèle aurait bien du prix à mes yeux s'il s'accordait avec le devoir. Sinon, plus il est ardent, plus il est fâcheux. Il nous faut donc examiner si nous devons faire ce que tu proposes ou non, car ce n'est pas aujourd'hui, c'est de tout temps que j'ai pour principe de n'écouter en moi qu'une seule voix, celle de la raison, qui à l'examen me semble la meilleure. Les arguments que j'ai soutenus jusqu'ici, je ne puis les rejeter, parce qu'il m'est arrivé malheur. Ils m'apparaissent au contraire sensiblement identiques, et j'ai pour eux le même respect et la même déférence qu'auparavant. Si donc nous n'avons rien de mieux à dire dans le cas présent, sache bien que je ne te céderai pas, quand même la multitude toute-puissante multiplierait ses épouvantails pour nous effrayer comme des enfants et nous menacerait d'emprisonnement, de supplice, de confiscation. Comment donc faire cet examen le mieux possible ? N'est-ce pas en reprenant tout d'abord l'idée que tu exprimais sur les opinions des hommes ? Avions-nous raison ou tort de dire chaque fois que nous en avons parlé qu'il y a des opinions dont il faut tenir compte et d'autres non ? Ou bien, cette idée était-elle juste avant ma condamnation à mort, tandis qu'à présent nous voyons avec la clarté de l'évidence que nous l'avons émise au hasard et pour parler, mais qu'en réalité c'était simple amusement et bavardage ? Je voudrais donc examiner, avec toi, Criton, si elle m'apparaîtra changée avec ma situation, ou la même qu'auparavant, et si nous y renoncerons ou nous réglerons sur elle. Or voici à peu près, si j'ai bonne mémoire, ce que disaient en chaque entretien les gens sérieux. Ils disaient, comme je viens de l'affirmer moi-même, que parmi les opinions que professent les hommes, il en est dont il faut tenir grand compte et d'autres non. Au nom des dieux, Criton, cela ne te semble-t-il pas bien dit ? Car toi, autant qu'on peut prévoir les choses humaines, tu n'es pas en danger de mourir demain, et tu n'as pas l'esprit troublé par la présence du malheur. Examine donc. Ne trouves-tu pas que l'on a de justes raisons de dire qu'il ne faut pas avoir égard à toutes les opinions des hommes, mais qu'il faut avoir égard aux unes, aux autres non, et qu'il ne faut pas non plus respecter celles de tous les hommes, mais seulement celles des uns, non celles des autres. Qu'en dis-tu ?
cela n'est-il pas bien dit? Si fait. Ne sont-ce pas les bonnes qu'il faut révérer, non les mauvaises? Si. Et les bonnes ne sont-elles pas celles des gens sensés, les mauvaises celles des fous? Sans doute. Voyons maintenant comment on a établi ce principe. Un homme qui s'exerce à la gymnastique et qui en fait son étude, prête-t-il attention à l'éloge, à la critique, à l'opinion du premier venu, ou de celui-là seul qui est son médecin ou son pédotribe? De celui-là seul. C'est donc de celui-là seul qu'il doit craindre la critique et apprécier l'éloge sans s'inquiéter du grand nombre. Évidemment, oui. Il devra donc agir, s'exercer, manger et boire comme en décidera l'homme unique qui le dirige et qui est compétent, plutôt que de suivre l'avis de tous les autres ensemble. C'est incontestable. Voilà qui est entendu. Mais s'il désobéit à cet homme unique, s'il dédaigne son opinion et ses éloges pour suivre les avis de la foule incompétente, n'en éprouvera-t-il aucun mal? Certainement si. Mais quel mal? Sur quoi se portera-t-il? Sur quelle partie de l'individu désobéissant? Sur son corps, évidemment, car c'est son corps qu'il ruine. Bien dit. Mais pour ne pas passer tout en revue, crie-t-on, n'en est-il pas ainsi du reste? Et en particulier, quand il s'agit du juste et de l'injuste, du laid et du beau, du bien et du mal, dont nous délibérons à présent, est-ce l'opinion du grand nombre que nous devons suivre et craindre, ou celle du seul juge compétent s'il en est un? Et ce juge unique, ne devons-nous pas le respecter et le craindre plus que tous les autres ensemble? Car si nous ne lui obéissons pas, nous corromprons et gâterons ceux qui, comme nous le disions, s'améliorent par la justice et se perdent par l'injustice. Ou faut-il croire que tout cela n'est rien? Je suis de ton avis là-dessus, Socrate. Or donc, si nous ruinons ceux qui s'améliorent par la santé et se gâtent par la maladie, pour obéir à l'opinion des gens incompétents, pourrons-nous vivre avec cette partie gâtée? Et cette partie, c'est le corps, n'est-ce pas? Oui. Or, pouvons-nous vivre avec un corps mauvais et gâté? Non, assurément. Le pouvons-nous donc si nous avons ruiné ce que l'injustice dégrade et que la justice fortifie? Ou bien regardons-nous comme inférieurs au corps cette partie de nous-mêmes à laquelle se rapportent l'injustice et la justice? Non, certes. N'est-elle pas plus précieuse? Beaucoup plus. Il ne faut donc pas, mon excellent Criton, nous mettre si fort en peine de ce que la multitude dira de nous, mais bien de ce que l'homme compétent sur le juste et l'injuste, notre seul juge, et la vérité même en pourront dire. Ainsi, tu engages mal la discussion en avançant d'abord que nous devons nous inquiéter de l'opinion de la foule sur le juste, le beau, le bien et leur contraire. On pourra nous dire, il est vrai que la foule est capable de nous faire périr. Évidemment, Socrate, on nous le dira. C'est vrai, mais pour moi, étonnant Criton, le principe que nous avons établi me paraît toujours avoir la même valeur qu'avant. Considère aussi cet autre principe que le plus important n'est pas de vivre, mais de bien vivre, et vois s'il subsiste toujours ou non pour nous. Oui, il subsiste. Et l'identité du bien, du beau et du juste subsiste-t-elle ou ne subsiste-t-elle pas? Elle subsiste. Réglons-nous donc sur ces principes reconnus pour examiner s'il est juste que j'essaie de sortir d'ici sans l'aveu des Athéniens ou si cela n'est pas juste. Si cela nous paraît juste, essayons. Sinon, renonçons-y. Quant aux considérations que tu allègues sur la dépense, sur l'opinion, sur l'éducation des enfants, je crains bien qu'elles ne soient réellement, Criton, celles de ces gens qui font mourir à la légère et qui vous ressusciteraient, s'ils en avaient le pouvoir, sans plus de réflexion, je parle de la foule. Mais nous, puisque la raison le démontre, nous n'avons pas autre chose à considérer que ce que je disais tout à l'heure. Ferons-nous acte de justice en donnant de l'argent à ceux qui me tireront d'ici, et en y ajoutant notre reconnaissance, et en aidant à l'évasion, et en nous évadant nous-mêmes? Ou bien commettrons-nous réellement une injustice en faisant tout cela?
Et si nous voyons que ce serait une injustice de le faire, nous n'avons pas à calculer s'il nous faut mourir en restant ici sans bouger ou subir toute autre peine quand il s'agit d'éviter l'injustice. Il me semble que tu as raison, Socrate, vois donc ce que nous devons faire.